Chilo. C'est vrai qu'on parlera du jeu dans un instant. Temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans la nuit du sport. Au menu de cette édition du 13 août du judo, les officiels de la Fédération camerounaise de judo étaient donc en formation le week-end dernier du côté de Yaoundé. Formation qui portait sur la révision des règles d'arbitrage. On fera le point dans la pause actu dans un instant avec Maître Alain-Christian Kinguet, président de la Fédération camerounaise de judo. Et puis, toujours dans la pause actu, notre pays est à l'heure des finales de la Coupe du Cameroun. En attendant l'apothéose, les différentes fédérations sont en train de livrer leurs champions. C'est le cas, par exemple, au niveau de la Fédération camerounaise de handball qui a vu FAP réaliser un coup double chez les seniors dames et messieurs le week-end dernier. FAP et Beyak sont les grands vainqueurs au basketball après les finales de la Coupe du Cameroun de cette discipline disputée samedi dernier ici même dans la ville de Douala. Et puisqu'on parle basket, le Cameroun est actuellement donc engagé dans l'Afro-Basket Monsieur qui se déroule en Angola. On tentera un peu d'évaluer les chances de notre équipe dans cette émission. Et puis voilà, c'est la deuxième partie sera consacrée au débat, comme d'habitude, deux thématiques ce soir. Lion indomptable, c'est qui le véritable patron des vestiaires? Et puis on parlera aussi du processus électoral annoncé au niveau de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Voilà pour le menu global de cette émission. En plateau ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Martin Miletanga. Il est entraîneur de football. Il est avec nous. Martin, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir Rocco Panis, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Merci coach d'être là. Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous. Serge, bonsoir. J'espère que vous allez de mieux en mieux, si je peux dire ça ainsi. Oui, bonsoir Lydie. Merci de m'avoir invité. Je vais effectivement mieux après avoir passé près de 2 semaines cloué. Mais je crois que par la grâce de Dieu, j'ai pu recouvrer, ou alors je recouvre petit à petit la santé. Ouais. Et la primaire a été naturellement donnée même ici, parce que c'est ma deuxième sortie. D'accord. C'est la deuxième fois que je sors de la maison en fait. D'accord. Merci bien d'être avec nous ce soir. Notre confrère Georges Bimbe, rédacteur en chef de Radio Sport Info, basé ici à Douala, est avec nous. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Nuit du Sport. Merci pour l'invitation. Je suis toujours très heureux d'être là parce que je passe toujours un bon moment ici. Merci d'être avec nous, Georges. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission Daniel Rémi Ebele Sopo. Bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. C'est pour la première fois que je participe à cette émission et c'est une grande fierté pour moi. Voilà, on va rappeler que vous êtes un ancien handballeur des équipes ONCPB, Camrail, Tobra Seri, Simencam de Douala et autres Mindu et aussi Youk, handball de Yaoundé, enseignant de profession et vice-président de Renaissance All-Star handball de Douala. Comment va l'équipe? Elle se porte bien. Actuellement, elle prépare les playoffs qui auront lieu dans 2 semaines. Ici même à Douala. Après avoir perdu la finale dernièrement. Ouais. On va en parler. On va en parler dans un court instant. Voilà pour nos invités ce soir. Sans plus tarder, on rentre dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. On parle judo pour démarrer cette émission. Dimanche dernier, les arbitres, les aspirants arbitres et les judokas ont participé à un atelier de formation à Yaoundé. Les travaux portaient sur la restitution des derniers changements en arbitrage et coaching. Travaux dirigés par le directeur sportif de l'Union africaine de judo, qui n'est autre que Maître Alain-Christian Kinguet, par ailleurs président de la Fédération camerounaise de judo, FECAJudo. Et d'après la Fédération internationale de judo, il faut signaler que les nouvelles règles d'arbitrage en judo pour la saison 2025 visent à dynamiser davantage les compétitions et à valoriser les techniques de combat. Je vous propose d'écouter un extrait de cette séance de formation et on se retrouve juste derrière. Chilo. Saisie croisée.
Tu peux de n'importe quel côté, mais il faut que la main parte du côté de la personne. Maintenant, si un gars donne un coup de pied qui est interdit en judo, on pénalise pour le coup de pied. Tu mets boum. Tu n'as pas un habit, tu ne te donnes pas un spectacle. Tu n'as pas besoin de se lever, de faire le coup de pied aussi. Tout le monde a vu. C'est flagrant. Tu donnes souvent la pénalité. Maté Shido ou Shido. Parce que des fois, on s'est rendu compte qu'avec l'expérience, il y a des arbitres qui sont souvent engagés, qui veulent montrer au geste et puis rapidement ils disent. Ils tombent. Hein? Voilà. Maintenant, les sorties de tapis, on les pénalise plus beaucoup. Avec le nouveau règlement après les Jeux Olympiques des Championnats du Monde. On estime qu'il faudrait l'opportunité, la chance de travailler parce que dans le feu de l'action, quand on t'attaque et que tu as mordu le tapis, ta réaction se fait quoi de l'attente. Tu peux esquiver. Donc tu sors, mais vous revenez, on ne donne pas à sortir les tapis. Tant qu'il y a du mouvement et qu'on estime qu'ils sont là, il n'y a pas. Même les saisies croisées maintenant, tant que le gars travaille, ou la prise de la ceinture, tant qu'il a un mouvement qui veut faire quelque chose, on a demandé de ne plus pénaliser. Et même certains enchaînements, sol, debout, sol. S'il y a de la continuité, vous pouvez laisser. C'est-à-dire les gars se combattent, ils arrivent au sol, après ils se relèvent et le combat continue, n'arrêtez pas, il faut laisser continuer. Donc c'est tout. Et puis maintenant, au niveau des ponts, on estime que avec le système d'arbitrage vidéo, des fois on peut voir une action en réel que c'est pont. Vitesse, toute la salle crie. Mais après quand les gars regardent la vidéo, ils estiment que non, le gars est monté même à 2 mètres, il est tombé, c'était spectaculaire. Mais quand on regarde la vidéo, il a atterri sur l'épaule. Mais en réalité, tout le monde a vu le hip-hop. La vidéo vous appelle annuler le hip-hop. Vous avez dit hip-hop, ça aurait mal. Et les gars sont debout pour saluer. Et on dit que non, il n'y a pas hip-hop. Vous allez annuler, le combat va repartir. Alors que le gars est en osaï commis. Donc on dit maintenant que quand vous donnez hip-hop, et c'est pour ça qu'on est en train de venir se former à l'arbitrage. Quand vous allez donner hip-hop, qui immobilise. Même quand vous donnez hip-hop, vous l'habitez, vous annoncez l'osaï commis. Si le gars est descendu à une innovation, ne dites pas que non, c'est fini. Dès qu'il donne hip-hop, il immobilise, vous annoncez au SAI commis. Quitte à ce qu'on vous dise, ça ne va pas prendre 5 secondes, vous dites que non, c'est bon. Il se lève, vous dites que c'est bon, laissez. Parce que des fois, vous n'annoncez pas. Lui, là, en immobilisation, vous dites que ça aurait dit arrêtez. Il se lève, après la table, vous dites que non, il n'y avait pas hip-hop, annulé. Non, on ne va pas les remettre au sol. On va relancer le combat. Peut-être c'est son opportunité, il devait encore faire 10 secondes là, les gagner. Donc il faut que ce soit suivi. Vous n'êtes pas, vous êtes là pour diriger le combat. Il projette l'immobilisme, vous annoncez l'immobilisation. Donc voilà un peu les différentes astuces. Et le geste, juste, je répète bien, Wasari c'est Wasari, Yuko c'est Yuko, Ippon c'est Ippon. Parce qu'on a vu à l'époque, il y a des gens qui faisaient Ippon comme ça. Ippon! C'est pas bon. La main doit être bien levée. Wasari, il y en a qui font ça. C'est quoi finalement? C'est Wasari, c'est demi-pont, c'est quoi? Non, la main doit être alignée avec l'épaule. La main vient de là. Wasari. Et le Yuko, la main, les doigts vont vers le genou, en bas. Bon, non, il faut vraiment donner Wasari. Yuko, là. Et que les deux points là, la jambe recule toujours. Yuko, Wasari. C'est pour ça que quand ils donnent 2 Wasari, ils font Wasari. La main revient là, quand la jambe revient. Voilà un peu pour cet extrait de cette formation sur les changements en arbitrage et coaching intervenus dans le judo. Coach Martin Biletanga, peut-être un commentaire à regarder un peu cette séquence théorique et puis aussi évidemment la séance pratique pour mieux joindre la parole à l'acte. C'est important quand même de restituer ça, de mettre un peu tout le monde à jour, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est évolutif, non? Donc à partir du moment où c'est dynamique, il y a de l'évolution, il faudrait également que ceux qui sont en charge justement de
de gérer les combats, bon là c'est des combats, donc de les gérer, qu'ils aient les éléments nécessaires par rapport à ça. Et que surtout, tout le monde soit au même niveau d'information. C'est-à-dire de la manière où les nouvelles règles sont appliquées au plus haut niveau, il faudrait que cela le soit également chez nous. Donc demander à nos officiels de se former et d'être à la page, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'au niveau des clubs aussi, cela va se faire, je pense. C'est suffisamment clair. Et puis, comme on dit, il faut partir de la théorie maintenant pour la pratique. Plus tard, on repartira de la pratique pour revenir à la théorie, pour apporter certaines autres évolutions. Mais il est important déjà que théoriquement que tout le monde comprenne pour que par la suite les gars aillent appliquer au mieux. Est-ce que c'est souvent, je vais parler là à un ancien sportif, parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, les judokas étaient concernés par cette séance de formation, venus s'imprégner des nouvelles règles d'arbitrage. Comment est-ce que généralement les sportifs accueillent ce type d'information? En fait, les sportifs se recyclent dans les clubs. Tout part d'abord des officiels et on répercute ça au niveau des entraîneurs qui répercute ça au niveau des joueurs. C'est ainsi donc qu'on rend dynamique, n'est-ce pas, les nouvelles lois. C'est partout, même au handball, il y a eu de nouvelles lois. Et c'est toujours dans cette même lancée que tout s'est fait. Oui. D'accord. Georges Pimbe, peut-être un commentaire. Regardez un peu ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de l'Africa Judo. Je suis juste étonné, enfin pas étonné en tant que ça, mais je suis quand même un peu surpris de voir que c'est Maître Alain Kingel lui-même qui soit en train de se mettre en avant pour apporter un peu la démonstration. Mais bon, on sait le poids qu'il a à la fois à la Fédération camerounaise de judo, mais également sur le plan continental. International même. On sait, voilà, donc à partir de ce moment, ça prouve également l'amour qui est là pour cette discipline. Aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, le Cameroun, d'un point de vue général en termes de résultats au niveau du judo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense qu'on le lui doit aussi. Donc c'est intéressant. Il reste logique dans sa posture, c'est-à-dire toujours être à essayer d'avoir un coup d'avance sur les améliorations et faire en sorte que les choses puissent avancer chez nous. Donc chapeau à lui. Pour terminer, Serge. Je crois que le décor a été planté par mon frère ami Bilé Tanga qui disait qu'il faut qu'on rentre quand même lorsqu'on reçoit de nouvelles règles, que les autres soient imprégnés. Et Georges a dit tout à l'heure quelque chose de très très sympa. Si maintenant c'est le président lui-même qui se met au devant de la scène, c'est justement pour que les choses se passent comme ça se doit. Il n'a pas confié la tâche à quelqu'un. Lui-même, il a confié, il s'est dit, voilà, il a expliqué les hippons et ça nous a même permis, nous-mêmes, analystes de sport, d'une certaine manière, de nous appréhender ce que c'est qu'un hippon avec les termes techniques et autres. Bon, maintenant, il faudrait donc qu'il y ait également un suivi, justement, pour voir exactement si les règles ou alors ce qu'on a étudié, comme on dit, on a bel et bien rendu la copie, comme il a dit tout à l'heure au niveau des athlètes et même au niveau des arbitres. Donc c'est en ce moment-là, et à la fin, comme disait Georges, ça veut dire que notre judo, il sera beaucoup plus évolutif. On ne va pas rester stagnant. Voilà, alors que les choses bougent d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, comme on le dit généralement, on apprend tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire justement à Maître Alain Christian King qui a un an de plus ce jour. Bon ça anniversaire, Président. Alors, le handball avec la Coupe du Cameroun, 61e édition. Les finales se sont disputées le week-end dernier du côté du gymnase de Fondena. C'est à Yaoundé. On doit avoir un aperçu avec de cette compétition avec les images de
la Fédération camerounaise de basketball. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. On parle handball au niveau de la réalisation. Merci. Alors, Daniel Rémy Ebele, on aura constaté que FAP de Yaoundé s'impose, coup double, chez les seigneurs dames et les seigneurs messieurs. FAP d'abord en dame qui a battu TKC 29 à 26 et chez les seniors, FAP s'est imposé sur le score de 27 à 26 face à Renaissance Star Handball. 1 point d'écart. Oui, effectivement, les équipes FAP culminent le handball pour le moment. Ils l'avaient fait il y a quelques années. Après, il y a des équipes qui ont émergé comme Simencam et autres, qui leur ont damé l'opion à un certain moment. Mais depuis l'année dernière, en dehors de France, qui parfois a un sursaut d'orgueil, c'est les équipes FAP. TKC est une équipe rajeunie à 80%, qui manque d'expérience d'ailleurs et qui ne pouvait rien faire, puisque déjà même au niveau des demi-finales, elles ont été malmenées. Quant à mon équipe Renaissance, c'est une équipe jeune naissante, elle n'a que 2 années. Oui. Elle s'est bien battue, elle a quand même bien représenté le littoral malgré la défaite. C'est à moins de 2 secondes que l'équipe perd le match. Wow. Oui. Là, ça fait mal. C'est vrai. Ça fait mal. Bon, maintenant, on ne peut compter que sur les playoffs. Et l'équipe s'est remise au travail. On pense que ça pourra aboutir. Qu'est-ce qui vous aura manqué quand même face à FAP dans cette finale? C'est beaucoup plus l'expérience. Puisque à moins 5 minutes, on menait quart de 5. C'est pas possible. Les gars, on ne sait pas comment ils ont paniqué. Je crois que c'est cette expérience-là qui leur a manqué. C'est facile quand même à gérer ça, coach. Vous êtes un entraîneur, vous êtes technicien à Yaoundé lors des finales menées et puis en l'espace de quelques minutes se fait rattraper et se fait battre. Oui, durant le money time. Le money time est extrêmement délicat. Délicat, il englobe beaucoup de choses au niveau de la préparation psychologique et mentale. Parce que là, il ne s'agit pas uniquement du volet technique ou du volet tactique, mais du volet technico-tactique. C'est vrai qu'à un certain moment, même les organismes peuvent être un tout petit peu éprouvés, mais c'est des sportifs d'un certain niveau, on va dire comme ça, à peu près de haut niveau. Donc, ils sont habitués à une forte dépense d'énergie. Toutefois, il faut avoir joué régulièrement des matchs de ce niveau-là, oui, d'un niveau vraiment élevé avec un fort enjeu et être dans une situation à peu près similaire pour avoir des repères et pouvoir au mieux s'en sortir. Si on ne les a pas, ça peut être compliqué. Donc à ce moment-là, il faudra convoquer une préparation psychologique et mentale à l'avance, donc par rapport à ce qui pourrait se faire en telle ou telle circonstance, et entre autres au niveau de la régulation des émotions, gestion du stress et autres, et évidemment vivre ce genre de situation dans sa tête et voir comment éventuellement s'en sortir pour une équipe qui a un bon... Et ça j'en parle, c'est pas uniquement pour le handball, mais pratiquement pour toutes les disciplines sportives. Si vous avez une équipe qui a un bon préparateur mental, c'est un gros avantage. Là, pour apprendre à garder son calme, il faut apprendre entre autres des techniques de relaxation autres. Et donc, une respiration qui peut vous permettre de chasser un peu le stress, ce genre de choses, et pouvoir intégrer certains domaines. Il y a des moments où il faut faire fi de l'enjeu pour que l'anxiété ne prenne pas le dessus sur les comportements. C'est peut-être ce qui a manqué. C'était jeune équipe, comme il disait. Oui, peut-être qu'à un moment, au niveau de la gestion, ça brûlait un tout petit peu. Et donc, et là, dès que vous lâchez, vous prenez un but et là, vous continuez dans la panique. Comme en football, par exemple, vous êtes en train de mener par un écart de 2 buts. Et puis, subitement, à la 87e minute, l'adversaire vous marque un but. Et là, il faut y aller. Bon,
Oui, le foot, le stade est d'ailleurs, le terrain est très grand. Hans est assez réduit, donc en quelques secondes, on est déjà dans votre partie de terrain, donc il n'y a même pas moyen de faire perdre du temps. En plus, on joue chrono arrêté, donc ça peut être compliqué, oui. Alors, Georges, je vais convoquer votre casquette de journaliste. On sait quand même que la programmation de ces finales, c'était dans un contexte un peu particulier au niveau de la Fédération camerounaise de handball, avec tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème dans le sport au Cameroun, au niveau des fédérations. De manière générale, bon là on parle du hand, on aurait pu parler de la boxe, que vous auriez pu me poser la question d'une certaine façon. J'ai pas envie de parler de volley. Je pense qu'on fait face à un problème général. Et je pense qu'il est urgent aujourd'hui qu'on trouve des solutions. On peut estimer que c'est des problèmes de personnes, mais en réalité, ces personnes-là ont souvent, comment je vais dire, ils ont des supports plus hauts qui font que, de manière personnelle, quelqu'un décide de faire un certain nombre de choses. Le président Maté, quand il est arrivé, moi je me souviens d'une interview qu'il avait réalisée pour RSI, il me donnait le sentiment d'avoir quelqu'un qui a une idée très profonde de vouloir vraiment améliorer. On parlait tout à l'heure d'Alain Kinguet. Vraiment l'idée de quelqu'un qui veut amener le handball camerounais loin. Aujourd'hui, je suis surpris de me rendre compte que les gens avec qui il a bossé pour reprendre en main la fédération sont aujourd'hui ceux qui estiment qu'il n'est plus l'homme de la situation. Il a accablé pour un certain nombre de choses. Je ne sais pas si finalement les questions de détournement sont avérées. Je ne vais pas y aller là maintenant. Je pense qu'il y a une commission qui est en train de travailler sur cette question-là et qui va rendre sa copie. Mais il est évident que ce n'est pas favorable. C'est un crépin climat de performance. Tout à l'heure, on parlait des capacités pour nos équipes à pouvoir briller sur le plan africain, à se structurer sur le plan local. Si sur le plan fédéral, on n'arrive même pas à créer une certaine forme de stabilité, il est difficile d'aller plus loin. Et je pense que, comme là vous me posez la question, je l'ai dit sur le hand, mais comme on a le sentiment, c'est un malaise général. C'est-à-dire, si vous quittez de cette porte, vous entrez dans telle autre porte, vous allez vous rendre compte que c'est le même problème. Récemment, en rugby, il a fallu, bon an mal an, trouver le moyen de faire asseoir les gens et pour sortir de quelque chose qui commençait déjà à ressembler à ce qui se passe aujourd'hui au hand. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'asseye, qu'on identifie le problème, même si j'ai ma petite idée de là où il y a le problème, et qu'on essaie de trouver des solutions. On ne peut pas performer. C'est compliqué de performer dans ces conditions-là. C'est difficile de construire. Félicitations à notre panéliste, parce que moi, dans des conditions pareilles, vous pensez que si moi, je suis quelqu'un, j'ai de l'argent, je veux financer un club, et que j'entends que bon, le président est soupçonné de si, son secrétaire général et lui, bon, enfin, c'est le fait. Moi, je ne vais pas mettre mon argent dans une histoire pareille. Et donc, même pour la publicité du handball camerounais, je suis désolé, ce n'est pas une bonne chose. Alors, comment est-ce que vous avez vécu toute cette situation-là? En fait, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le secrétaire qui crée les problèmes. Qu'est-ce qu'il a regardé dans l'argent? Il n'est pas trésorier, il n'est pas commissaire au compte. Aucun de nous s'est plaint. Le président n'a récupéré que son argent qu'il avait dépensé. Il a payé les billets d'avion à l'équipe nationale. Et maintenant, en retour, il devait rentrer et recouvrer son argent. C'est tout ce qu'il a pu faire. Mais le secrétaire général s'est livré à un très mauvais jeu. Moi, je pense que sa colère vient du fait qu'on lui ait arraché l'organisation des compétitions nationales, comme la Coupe du Cameroun, le championnat. Mais est-ce que le secrétaire général siège à la commission qui a décidé de suspendre le président? Parce que c'est une commission qui a décidé de suspendre le président. Donc je ne comprends pas. Le secrétaire général siège dans la commission? Est-ce qu'on a entendu le président pour le suspendre? Non, c'est provisoire, non? Le temps pour chacun qui doit suspendre? Cette commission n'a même pas qualité pour suspendre. Voilà, il y a déjà ça. C'est moi la question que je devais poser. Qui doit suspendre? Le président rend compte à l'Assemblée générale. Voilà. Et c'est l'Assemblée générale qui peut le suspendre.
Aux 2 tiers. Oui. Donc, tout le folklore... Il n'y a pas une commission d'éthique là-bas? C'est à peu près ça. C'est cette commission qui a siégé. Et même, Qui a décidé. Non, je vais dire. Ce que je vais dire, c'est la commission de discipline qui a siégé. Pour essayer de. Et je pense que c'est provisoire. C'est-à-dire, c'est le temps de voir clair sur la situation. On a décidé d'écarter le président. Mais moi, je préfère avoir un avis distant dans cette affaire. Je préfère, je pense qu'il y a une enquête qui est menée pour chercher à comprendre les responsabilités des uns et des autres. Espérons simplement qu'on finira par savoir ce qui s'est passé. Le président a été rétabli dans ses, il a été rétabli, dans ses droits. Que ce soit au niveau de la CAB ou bien de l'IHF. Oui, il a été rétabli dans ses droits. Et nous voyons ce qu'il a organisé. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Le secrétaire général a 2 clubs. France, monsieur, et France, dame. L'année dernière, le championnat n'était pas arrivé à sa fin, qu'il a proclamé son club champion. Oui, il est juge et parti. Donc c'est la même chose qu'il voulait faire cette année. En fait, c'est le secrétaire général qui pose problème. C'est lui qui pose problème. Il n'y a véritablement pas de problème. Alors, Serge Zambo, tout à l'heure, le vice-président de Renaissance nous disait, voilà, le président de la fédération a préfinancé les billets d'avion, des athlètes, etc. Et il était tout à fait logique, comme nous disait, qu'il puisse récupérer son argent. Mais j'imagine qu'il y a quand même un mécanisme. Oui, naturellement, il y a des mécanismes qui permettent. Qui doivent être respectés. Qui doivent être respectés pour permettre la sortie. L'argent sort par un canevas et ça rentre aussi par un canevas. Il y a les justificatifs après. Ce que nous appelons généralement un compte d'emploi. Ouais. Voilà. Donc, il peut aussi avoir, dans certains cas, je me dis que c'est peut-être ce cas sans le défendre, que pressé face à certaines urgences, il a dû peut-être pallier en faisant cela, en attendant peut-être que ça sorte et qu'il rentre dans ses moyens. Mais même jusque-là, je pense qu'il devrait, au moment de récupérer son dû, il ne le récupère pas directement, il le récupère de la manière dont je viens de parler. Vous voyez un peu, donc c'est ça aussi qui cause. C'est ça qui cause, donc peut-être il doit y avoir une sorte de traçabilité. L'argent, je vous ai dit, lorsqu'on est dans l'économie un tout petit peu, ou alors quand on est soit aux impôts, soit à la douane, je ne sais pas moi où, l'argent, quand il sort, il a une imputation, ça a un nom. Vous voyez un peu, il y a un nom pour faire sortir l'argent, il y a un nom pour le faire entrer. Et à chaque étape, il y a des imputations qui vont. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez à faire peut-être une comptabilité, à la limite, qu'elle soit légère ou profonde, vous n'allez pas écrire, je prends un mot, par exemple, disons peut-être l'impôt sur le truc de personnes physiques, quelque chose comme ça, on ne dira pas IRPP. On mettra peut-être 71 ceci. C'est le gars qui est en face qui comprend que le 71 ceci correspond à ceci, à l'IRPP. Vous voyez un peu, on peut payer la taxe foncière que vous payez souvent. On ne va pas écrire taxe foncière, on mettra l'imputation. C'est la même chose dans les sorties et les entrées d'argent. Voilà, il y a un canevas. Tout ça passe par des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir le faire. Et bon, mais maintenant, le secrétaire général estime que... Bon, et puis il faudrait... de récupération des fonds, oui, il y a aussi un sérieux problème dans nos fédérations, comme Bimbe le disait. Il y a beaucoup aujourd'hui ce que je peux appeler le manque de respect à la limite. Le président, c'est le président. Comme les Douala disent, Motote ou Polao, chacun a sa place. Le président, c'est le président. Vous voyez un peu. Même s'il y a une fronde et que vous remarquez, échangez, il a dit, asseyez-vous, échangez. Vous n'avez pas besoin de commencer quand vous êtes sous lui. Il faut peut-être que, ou alors vous allez vers la commission d'éthique, vous leur dites, voici, voici, voici. Et c'est eux qui enclenchent le processus. Il ne t'appartient pas à toi. Je ne sais pas comment les élections au niveau de la c'est pas, c'est des scrutins de liste ou alors c'est uninominal. C'est uninominal. Bon, d'accord, même si c'est ça. Mais quand vous êtes déjà ensemble, c'est que vous êtes ensemble. Pourquoi veulent-tu qu'à l'approche... Et comme il le disait, généralement, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, il y a souvent des problèmes sous-jacents. Un peu comme il dit que tu ne peux pas être juge et parti. Dès qu'on t'enlève dans ceci, tu t'en vas chercher l'époux un peu ailleurs. Donc voilà un peu. Le président reste le président. Le secrétaire reste le secrétaire. Chacun a sa place. Maintenant, s'il y a un problème, nous sommes des hommes. Il peut y avoir des problèmes. On s'assoit, on voit comment les gérer ensemble. Peut-être que ce que nous disons
c'était juste une question d'une assise et juste de deux ou trois échanges. Et le compte était réglé, un billet. C'était réglé, une assise, 2 échanges, c'était parti. Vous voyez un peu? Bon, il faut aussi savoir concilier, ça aussi je m'adresse au président, il faut savoir concilier, peser le pour et... On n'a pas beaucoup entendu parler le président Non, pas parler. Je dis dans la manière de gérer. Donc il faut peser le pour et le contre, parce qu'il a soulevé quand même certains problèmes. Il a dû retirer certaines choses au SG, ainsi de suite. Même si tu dois retirer, échange. Un peu comme quand un coach appelle des joueurs ou ne les appelle pas. Moi j'ai vu à l'équipe de France, on appelle le joueur pour lui dire que tu ne pourras pas être là parce qu'on t'explique. Le moment venu, la liste sort, tu es prévenu, pas que tu es surpris. On te prépare à ce que tu ne sois pas là. Je crois que je parle sous le contrôle de Billet Tanga, qui peut avoir vu un joueur évoluer pendant les entraînements, mais il y a eu quelque chose qui n'est pas concret. On va peut-être essayer autre chose. On t'appelle, on te dit que tu ne feras pas partie des 17 ou des 16, voire des 15. Les échanges entre le coach et ça veut dire que le coach a respecté son joueur. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Je dis que ce problème-là, ça pouvait être juste un échange, on s'est assis, on a échangé, et puis le tour était joué. Mais à quel moment quand même, Président Sopor, on assiste à cette cassure là, entre le président et son secrétaire général. Hein. Et on l'a vu au début. Après, le chargé de la communication aussi, voilà, mener des activités ensemble, etc. Mais non, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est vrai, la cassure est arrivée pratiquement l'année dernière, quand les filles devaient voyager pour un tournoi et qu'elles n'ont pas pu avoir les visas, tout simplement parce que le secrétaire général avait rempli les noms des siens dans cette liste, qui n'est pas donc passé à l'ambassade. Il a tellement terni l'image de marque du handball camerounais au niveau Et je précise que ce n'est pas le procès du secrétaire général sur ce plateau. Je veux dire que ce qui arrive aujourd'hui n'est que la résultante d'un départ. Puisqu'au niveau de la CAP même déjà, il était suspendu au niveau de la CAP. Mais on a traîné ici. Moi, j'avais même dit au président qu'il est assez laxiste. Parce que les textes ne permettent pas le cumul des fonctions. Mais il est en même temps secrétaire général, président de la Ligue de l'Ouest, président de club. Vous voyez donc que tout cela... Oui. C'est vérifié? Si, je suis dans la maison. Je ne vous le dis pas au hasard. Bon, appliquer dans les tests. Voilà, tout simplement. Ça sera plus facile à gérer ce genre de situation. Tout simplement. Mais c'est quand on laisse et puis après, c'est après qu'on vient réagir, ça sonne pas un peu, ça donne pas les aides et règlements de compte. Il y a eu des arrangements. Il y a eu des arrangements. Je suis sûr qu'il y a eu des arrangements au départ. Pour prendre la fédération, il y a eu des arrangements. Voilà. Aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. Et donc, chacun essaye de régler le compte à l'autre en fonction de ses capacités. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et c'est pas le problème, parce que moi, j'estime que ramener ce qui se passe aujourd'hui à la Fédération camerounaise de handball à une personne, c'est restreindre le niveau c'est-à-dire c'est restreindre le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, c'est un système, c'est la gestion globale parce que tout ce qu'on dit là, tous ces gens-là, ils ont des liens et des personnes solides sur qui compter au niveau du ministère des Sports et Éducation physique. Au niveau du ministère des Sports et Éducation physique. Et aujourd'hui, c'est un problème de rapport de force. C'est-à-dire celui qui a des personnes les plus efficaces dans ce ministère-là, eh bien, il impose le respect à l'autre. Un peu comme malheureusement, ça, non, c'est pas seulement une affaire de président de la fédération. C'est pas une affaire de fédération camerounaise de hand. C'est tout le monde sait aujourd'hui. Tout le monde sait aujourd'hui que le ministère. Et puis c'est normal. Le ministère des Sports a un droit de regard sur le fonctionnement des fédérations. Ah bon? Ils ont un droit de... Je veux dire que c'est la tutelle. Oui, je suis surpris. Voilà, ils ont un droit de regard. Je suis surpris. Seulement, il y a un souci. C'est que j'ai l'impression que certains qui bossent là-bas ont parfois tendance à aller beaucoup plus loin que le rôle généralement de l'État. L'État a un rôle de régulateur.
L'État n'est pas là pour être acteur. Ça a été vu et vérifié dans tous c'est-à-dire dans tous les pans de la société que dès que l'État décide d'être acteur, on est en difficulté. L'État est là pour réguler, c'est-à-dire que dès que Lydie et Georges ont tendance à avoir un problème ou ne s'entendent plus, l'État vient essayer de régler ce qui se passe, mais l'État ne devient pas un acteur. Dès que l'État devient un acteur, on se retrouve directement en difficulté. Et quand on prend, que ce soit au hand récemment, que ce soit au rugby il y a de ça quelques semaines, que ce soit au niveau de la boxe, je ne veux pas parler du conflit aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, ce n'est pas un hasard. Si on a toutes ces situations-là et qu'on a un ministère des Sports et d'Éducation physique, pourquoi ne pas poser le problème à celui qui est supposé être le régulateur? On ne devrait plus avoir ces difficultés. Donc, je pense que ce n'est pas un problème dans la de faute personne. au ministère des Sports. Non, je pense que... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le problème ne peut pas seulement être celui des individus qui sont au niveau des fédérations. Quand l'État veut mettre fin à un conflit, il n'a pas besoin de 10 jours, il n'a pas besoin de 3 semaines. Voilà. Et donc, à un moment donné, si ce n'est pas fait, ça veut probablement dire qu'il y a des gens, quelque part là-bas, qui tirent forcément des intérêts à ce que, bon, qu'il n'y ait pas forcément toujours de l'ordre ici, ou que ça ne se passe pas bien. Il y a forcément des gens quelque part qui ne font pas leur forcément, boulot. Hein, parce que le problème d'argent, c'est un problème très vieux, puisque la compétition est passée il y a longtemps. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'il vient soulever le problème d'argent? Parce qu'on lui a retiré l'organisation des compétitions. Non, on a déjà... Enfin, moi, j'avais déjà compris que pour vous, le problème, c'est le SG. Ça, c'est pas un souci. Ça j'avais déjà compris. Que, bon, on peut résumer le souci du hand, selon vous, à un problème du secrétaire général. Mais comme il n'est pas en plateau avec nous, moi, je me dis qu'il vaut mieux regarder la situation d'un point de vue général. Parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Nous avons les forats dans lesquels on échange. OK. Et on se dit tout. Oui. Actuellement, il est au Canada. Toujours la suite de cette affaire d'argent, le président a porté plainte. Au Canada. Ici au Cameroun, il est obligé de partir. Okay. Oui. Vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'il a... C'est pas une fuite? Vous êtes en train de nous dire... Je ne sais pas. Bon, mais ça a l'air d'une fuite. Actuellement, il est pas. Ou c'est juste un déplacement? Ça peut arriver. Oh, c'est possible. C'est possible. Vous nous dites des demi-vérités, Daniel, des demi-vérités. Vous voulez parler... Bon, en même temps, il ne va pas être lapidaire. S'il dit que l'autre a fui et qu'il revient, il va dire quoi? C'est pour ça qu'il a dit que c'est possible. Donc, aujourd'hui, pour vous, quelle pourrait être justement l'issue? On sait que normalement, d'un moment à l'autre, le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations peut être lancé. Quelle pourrait être, d'après vous, l'issue de cette situation conflictuelle au niveau de la FECARAN? Au niveau du renouvellement des organes, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on ne maîtrise pas trop l'électorat. Mais je sais une chose, c'est que le secrétaire général a été élu au fil parce qu'il a battu son adversaire d'une seule voix. Ah, c'était serré ça. Oui, c'était serré. Par contre, les autres avaient bien gagné. Il y avait une très grande différence. Ce qui fait que, pour le moment, je ne peux pas donner un pronostic. Mais tout compte fait, ça sera dur. Ah, donc le secrétaire général, il est élu, hein? Oui, le secrétaire général est élu, le premier vice-président, le président, le trésorier et le réviseur. Le réviseur, son rôle, c'est quoi, le réviseur? C'est le commissaire au compte. Ok, en attendant de voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Peut-être pour sortir du handball, Daniel nous parlait un peu des playoffs qui arrivent d'ici peu dans la ville de Douala. Comment est-ce que vous vous préparez? On a continué notre travail comme on l'a fait pour la finale de la Coupe du Cameroun, en espérant que cette fois-ci, les choses vont nous sourire.
Les playoffs auront lieu du 26 au 30 de ce mois à Japoma. À Japoma, oui. Donc l'équipe se prépare, comme d'habitude, dans le temple de handball Angodi. Et dès la semaine prochaine, nous irons au complexe de Japoma découvrir le gymnase, que les gars s'habituent à cela. D'accord. On va évidemment on va commencer par Ngodi, suivre les préparatifs de ces playoffs et on sera là pour voir comment ça va se passer du côté du complexe sportif de Japoma, ici même à Douala. Avant de refermer cette première partie de l'émission, on va parler rapidement de basketball, toujours au chapitre des coupes du Cameroun. FAP et BEAC basketball sur le toit du Cameroun. Ces deux équipes ont remporté les finales de la Coupe du Cameroun de basketball disputée samedi dernier. Ici même à Douala, au niveau de Japoma, justement. On va rapidement faire le point avec vous, Christian Woumé. La Fédération camerounaise de basketball a rendu sa copie pour le compte de la saison nationale 2025 à travers les finales de Coupe du Cameroun tenues ce samedi 9 août au gymnase du complexe sportif de Japoma. Enlevé des rideaux, pour la finale U18 filles, les forces armées et police FAP ont imposé le respect à l'ENA Basketball sur le score fleuve de 76 à 31 et s'assure le doublé championnat coupe saison parfaite. Chez les garçons, Vikings de Douala n'a pas pu conserver son titre de vainqueur face à Marie-Claire Noa de Yaoundé sur une rencontre pourtant serrée où les deux équipes se rendaient coup pour coup. Score final 65-73. Même scénario durant la finale dames où Overdose à l'entame avait pourtant largement pris le dessus avant de se faire attraper au score au sortir du troisième quart-temps. La dernière partie sera décisive, les stratégies se mettent en place et s'ensuit de coude à coude. Un point d'avance à 39 secondes de la fin pour Overdose, les muscles lâchent. FAP, par contre, ne lâche rien, les équipes se tiennent à l'usure devant un public surchauffé. Overdose Upstation finit par céder sur un écart de 2 points, 70 à 68. Deuxième victoire de la journée, en filles comme en garçon, pour le coach Majoli Lonteux. FAP, qui fait sa troisième sortie de la journée, cette fois pour la finale messieurs, face au champion du Cameroun en titre, sort très tôt ses armes, son adversaire l'observant avant de réagir énergiquement à l'approche de la mi-temps. La rencontre s'emballe, le duel s'intensifie jusqu'à une égalité à 49 à l'entame du quatrième quart-temps. Fin de match palpitante, FAP perd le contrôle dans les dernières secondes. BEAC ne se fait pas prier pour corriger les erreurs. On a commencé un match très actif, très dynamique. Et à un moment donné, il y a eu un relâchement. On a dormi au premier banc et voilà la suite. Bilan satisfaisant pour l'exécutif de la FECA Basket. C'est une saison parfaite, il n'y a pas eu d'incident ni d'accident. Malgré tous les déplacements de tous les clubs, je crois quand même que on rend grâce. C'est pas la force de la fédération, nous on n'est pas fort, c'est Dieu qui fait tout. Ainsi s'achève une saison civile au sein de la Fédération camerounaise de basketball qui reste engagée sur le plan international à l'Afrobasket Monsieur de Luanda dès ce mardi 12 août et à l'Afrobasket de moins de 16 ans garçons dès le 2 septembre à Kigali au Rwanda. Voilà pour ces finales de la Coupe du Cameroun de basketball. Et pour être un peu complète sur ce sujet, le Cameroun dispute actuellement l'Afro-Basket Monsieur du côté de l'Angola. Premier match ce mercredi après-midi et première victoire de l'équipe camerounaise, 86 contre 65, pratiquement 21 points d'écart face à l'équipe championne en titre de l'Afro-Basket. Voilà, ça, il faut le faire. On peut dire quoi, Serge? Le Cameroun donne là le ton dans cette compétition? Oui, le Cameroun donne le ton. J'ai eu la chance de regarder le match. Et pendant du début à la fin, les Camerounais sont bel et bien physiquement au point. On a une très très bonne équipe, amenée par le coach Abouya. On a des gars comme Ateba, qui est le capitaine. Voilà, il y a Hill, il y a Choi, il y a Yaga, il y a Milen, il y a Mouté. Mouté Abidias plutôt, qu'on ne présente plus. Et il y a surtout, et là je voulais revenir là-dessus, il y a surtout un garçon, Yves Missi Mba, qui a été drafté à la 21e place. Vous voyez un peu? Ça fait à peu près moins d'un an qu'il est là. Il est à New Orleans, mais lui il est venu jouer.
Donc, or, ici, on m'expliquait que... On parle de l'afro-basketball. Oui, nous sommes à de l'afro-basket, la justement. réalisation, s'il vous plaît. Oui. Non, je pensais que vous êtes ça. Lui, il est quand même parti pour porter la tunique vert ou jaune. Mais maintenant, aujourd'hui, on m'explique que Siakam, lui, ne peut pas jouer. Parce que Siakam, vous appelez ça comment? Les assurances des 2 pieds coûtent 3 milliards de francs. L'autre qui n'a plus de genoux comme moi, comment il s'appelle? Joel Embiid également ne peut pas jouer. Ces garçons, ils n'ont pas commencé à être stars. Parce que je discutais peut-être avec mon fils. Il m'a dit non, papa, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas encore stars. Bon, quand ils n'étaient pas encore des stars de la NBA, pourquoi ne sont-ils pas venus jouer? Voilà Nissi qui joue. Et à lui seul, quand j'ai regardé dans les stats, c'est lui qui a marqué le plus grand nombre de points de l'équipe nationale du Cameroun. Au point où même, ça passait en même temps, ça passait à Canal plus Horizon, au point où on parlait de Nissi, on a parlé de lui pendant presque tout le match. Voilà ce que nous attendons. Et je vous ai dit que si nous réussissons à avoir tous nos joueurs qui sont dans des meilleures équipes européennes et même américaines, voilà, le Cameroun ne sera plus au niveau du basket africain. On va le survoler. Nous, on va tutoyer plutôt les autres, en sachant que c'est là-bas les meilleurs. Vous voyez un peu? Et là, pour moi, s'il faille me poser la question, moi je crois que c'est le podium qui est en ligne de mire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous avons battu la Tunisie, qui est championne d'Afrique, en titre. C'est vrai que dans notre poule, j'ai aussi vu le match du Nigeria contre Madagascar. Le Nigeria également, ça bouge. Madagascar a des joueurs pas très grands, ils sont un peu courts, mais extrêmement mobiles. Voilà, mais l'entame qu'on fait, elle est pas mal. Je crois que lors du prochain match, je crois que ça doit être vendredi. Le prochain match doit être vendredi, contre Madagascar, justement. On pourra encore faire évoluer. Et l'équipe, elle est bonne. Elle est bonne dans l'ensemble. Bien coachée par le coach Aboya, qui est de l'ancienne école, vous le savez. Donc, l'équipe est bonne. Et je souhaitais que ceux-là qui prennent l'exemple sur le petit Nissi, ça, c'est quelque chose. Il joue aussi en NBA. On ne va pas me dire qu'il joue au ciel. C'est la même NBA. Il va peut-être croiser demain ou après-demain Siakam et autres. Il faut interroger les palmarès aussi. Oui, non, on n'interroge pas le palmarès. Je ne suis pas venu interroger le palmarès. Il dit au départ, quand les autres venaient de partir... Ils n'étaient pas des stars. Oui, ils n'étaient pas encore des stars. Ils ne sont pas venus jouer. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du palmarès. Et puis on ne sait pas qu'est-ce que demain, de quoi demain sera fait. Moi, je souhaite que les gars aient envie de venir porter le maillot. Il a envie. Tu penses que lui n'a pas besoin, il n'a pas de problème avec les assurances et autres à son niveau? Même si c'est à un degré moins. On peut travailler dans la même boîte et ne pas avoir le même salaire. On est d'accord là-dessus? Voilà. On peut travailler dans la même boîte et ne pas avoir le même salaire. La semaine dernière, on avait Kamine Joekiti sur ce plateau, le SG de l'Africa Basket, qui rappelait qu'en termes d'assurance aujourd'hui, FIBA Afrique s'occupe. Donc voilà, c'est plus le problème. Le problème est ailleurs. Voilà, le problème est donc maintenant ailleurs. Merci. Merci de m'apporter cette information. Oui, j'ai bagarré durant des émissions entières pour que ce soit ainsi. Merci que FIBA nous a écoutés. Je pense qu'aujourd'hui, ce que fait Yves Missi, parce qu'on attendait par exemple Koloko et Tchonche qui ne sont pas là, ce que fait Yves Missi en décidant de venir et de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, c'est important. Parce que ça peut servir pour les générations antérieures. Et c'est vrai que Bamout avait ouvert la voie. Après, on sait aussi que ça s'est mal passé entre lui et certains responsables de la fédération. Mais c'est important aujourd'hui que ce soit fait. Je crois que la rencontre, en plus, aujourd'hui, elle était très importante parce que tout le monde se demandait à quoi va ressembler cette équipe du Cameroun avec Yves Missi. Et surtout face à l'Ocre. Parce que c'est pas la petite équipe d'à côté là. C'était le Cameroun a démarré sa compétition avec du lourd. Ils nous ont pas menés une seule fois. Non, on les a. Du début, on les a survolés. On les a totalement survolés. Il n'y a pas eu de 32, on a été meilleurs. Je crois même vers la fin. Il y avait un aveu d'impuissance chez eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cohésion, tellement ils ont peut-être eux-mêmes été surpris par la qualité de ce que nous on a proposé. Maintenant, c'est un peu, bon, le coach est souvent bien placé pour dire ces choses, c'est un peu, il ne faut pas tomber dans le piège de l'euphorie. Parce que, en plus, comme il a rappelé, on a le Nigeria. Heureusement qu'on prend le Nigeria lors du troisième match. Ça veut dire que si on assure le boulot contre Madagascar vendredi, on a déjà les quarts de finale en ligne de mire. Mais il faut pas. C'est vrai que c'est le double champion, mais il faut essayer de. Et je fais confiance au staff technique.
il faut faire en sorte qu'on se dise que le plus important, c'est de faire en sorte que le Cameroun gagne enfin l'Afro-Basket pour la première fois. Donc c'est bien de gagner le match contre la Tunisie, mais c'est pas ça l'objectif final. L'objectif final, c'est le titre. Là, on a envoyé un message à tout le monde. Moi, j'ai même dit le podium en ligne de mire. J'essaie d'être modeste. Oui, on peut aussi l'être. On a envoyé un message là, et du coup, personne ne va plus nous regarder de la même façon. Et ça, il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire, quand vous entrez comme ça et d'entrée, vous mettez. Et c'est pas une victoire à l'arraché. Non, c'est que vous avez giflé le double tenant du titre. Désormais, on ne vous regarde plus de la même façon. On va vous analyser différemment. On vous prend même désormais comme un concurrent au titre, clairement. Donc, il va falloir qu'on gère émotionnellement cette victoire. Heureusement que derrière, c'est Madagascar. Avec tout le respect que j'ai pour Madagascar, je pense que ça devrait passer. Et si on gère bien, on peut se donner une partie de plaisir avec le petit blanc. Je crois que c'était il. C'est très bonne impression. C'est vraiment un bon meneur. Et je pense qu'on a un bon groupe avec des talents. Un peu de jeunesse aussi. C'est Nick qui est entré vers la fin, qui était dernièrement avec les catégories inférieures. Donc je pense qu'on a un bon groupe. Si on reste dans cette dynamique, on n'est pas euphorique, on travaille bien, il y a peut-être des chances d'espérer que cette fois-ci, on aille loin. C'est un peu la même analyse aussi à écouter nos différents panélistes. Oui, c'est la même chose que je dirais, que cette victoire vient, n'est-ce pas, surtout au premier match, donne un baume aux joueurs. Surtout que ce n'est pas des enfants de cœur, c'est quand même des compétiteurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. L'essentiel n'est pas d'avoir une victoire, mais c'est le trophée à la fin. Le Cameroun qui court toujours après un premier sac continental. Coach Martin Billet-Tanga pour sortir. Comment est-ce qu'on devrait gérer? Ça, je disais, bon, il ne faut pas tomber dans l'euphorie et oublier qu'il y a encore des matchs importants qui arrivent. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Alors, je pense qu'on a joué déjà contre l'Ogre. On a battu l'Ogre et si on n'a pas surjoué, donc si on n'est pas allé trop loin au-delà de nos capacités, ça devrait passer. Et puis de toute façon au basket, on est habitué à jouer à un rythme assez effréné, à une fréquence assez élevée. Donc on va jouer contre le Madagascar. Et ça devrait passer. Bon, au niveau de l'euphorie, on va dire quoi? Quand vous venez de gagner un match comme ça, vous êtes content. Déjà, vous venez de gagner l'OG, donc en chacun de joueurs, au moins de façon individuelle, mais également de façon collective, mais beaucoup plus de façon individuelle. Il y a ce qu'on appelle le système de récompense, donc qui va se mettre en chacun. Il y a une forte production, par exemple, de dopamine et autres. Donc les gars seront contents. En général, ça accélère plutôt les processus de récupération. Donc, s'ils ne font pas des abus, donc si par la suite ils ne tombent pas dans des abus autres, vous êtes tellement. Mais là, on a en face quand même des joueurs professionnels. Oui, c'est des pros, c'est des joueurs d'un certain niveau. C'est que généralement, après un résultat, quel qu'il soit bon ou mauvais, généralement, l'une des premières choses, c'est il y a un déferlement des émotions. Et là, je pense que les gars étaient dans une. On parle de l'afro-basket. Encore qu'ils ont dominé le match tout au long. Maintenant, il faudrait redescendre. Donc, c'était pour pouvoir se préparer par la suite. On ne va pas rester dans cette surexcitation pendant trop longtemps. Voilà pourquoi, entre autres, les gars, au niveau de la gestion des émotions autres, c'est quelque chose d'important. Mais bon, ils ont joué aujourd'hui. Le prochain match c'est vendredi, c'est ça? Donc, contre Madagascar. 48 heures, ils ont 48 heures. Parfois au basket, on joue 24 heures après. Donc, oui, parfois on joue 24 heures après. C'est vrai que c'est un sport qui draine un taux lactique un peu plus élevé que celui du foot, mais les moyens de récupération là-bas sont assez relevés. Et puis, Madagascar également est dans la même situation que les Lions. Donc, oui, je pense que ça va passer. Que ça devrait passer, encore que ce n'est pas le même niveau, Madagascar et les Lions, actuellement. Donc, Serge, pour Serge, le Cameroun peut y croire. Oui, non, aussi, on a des raisons. cette année, je veux dire qu'on a battu la Tunisie. On a quand même battu la Tunisie. Oui, mais c'est pas fini. Non, on a tapé Rambo.
On dit pas que c'est fini. Mais on a des raisons. Vous tapez Rambo, vous sentez quand même que vous avez un potentiel. J'ai eu la chance de regarder les deux matchs de notre poule. C'est pas, je veux dire, c'est pas une défaite à l'arraché. Non, vous avez survolé. Je veux dire, tous ceux qui ont suivi la rencontre, même des potentiels adversaires, je veux dire que s'ils avaient une petite idée comme ça du Cameroun, non, désormais, personne ne pouvait parier. Titiller le Nigeria. Très longtemps. Personne ne... Le Niger ne peut se prendre le large. Personne. C'est les 34, 33, les 48, 47, je crois qu'il a regardé, ainsi de suite. C'est après qu'ils ont suivi. Sauf que j'ai remarqué, moi je le dis, à mon petit niveau. Donc il faut se méfier de Madagascar. Oui, il faut se méfier de Madagascar. Ils avaient des joueurs trapus, mais extrêmement mobiles. Ils avaient un petit numéro 4 là, je pense très mobile. Très mobile. Physiquement et même en termes de talent, on est capable de les mettre en difficulté. C'est ce que Missy faisait avec des balles, il allait shooter. Avant même que ça n'entre, les gars, ils pleuraient déjà au micro. Hein. Sincèrement, c'était assez intéressant. Je crois que je t'ai même appelé. Ouais, pour ça. Voilà. Tu ne vas pas appeler. Alors, qu'est-ce que... je vais t'appeler. Vendredi. Alors peut-être Georges, un commentaire le plus la présence de Yves Missy dans cette équipe cette année. Non, c'est pas clairement d'abord sur le match face à la Tunisie aujourd'hui, on a vu que c'est pas la même chose. J'ai vu une séquence, je crois que c'est vers la fin, il y avait beaucoup de pertes de balles et il est tout de suite entré dans le statut de boss, de patron. Il a rapidement appelé ses coéquipiers. Ils se sont parlé parce que sur quelques séquences, il y a eu un temps mort. On a perdu des shoots qui n'entraient pas et tout. Et il a agi directement en patron. Il les a appelés pour essayer rapidement de remettre tout le monde dans le... Parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui est moins bien dans le truc. Donc, tu sens que ce n'est pas juste sur le plan sportif qu'un patron est arrivé. C'est-à-dire qu'il a déjà enfilé le costume du leader, même mental et psychologique dans le groupe. Aujourd'hui, c'est 12 romans quand même. C'est pas rien. Non, on s'attendait forcément à ce qu'avec son arrivée, il augmente le niveau général de l'équipe. On est simplement heureux que ça se passe très rapidement. C'est-à-dire, on s'était peut-être dit qu'il aurait peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Si on aurait même les deux dont tu as cité là. Chomcho et Koloko, là, ça aurait encore été beaucoup plus formidable. Mais bon, on va d'abord faire avec. On a déjà la chance de la voir. Ça se passe bien. Donc, espérons que ça va continuer ça va se poursuivre et que tout va se passer bien pour la suite. D'accord. On espère bien pour notre équipe nationale de basketball engagée évidemment dans cet Afro-Basket, monsieur. On va sans transition rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec deux thématiques ce soir. Lion indomptable. Qui est le véritable patron des vestiaires? C'est une polémique, Serge Zambo, qui a beaucoup secoué la toile, voire le milieu footballistique ces derniers jours. Est-ce que c'est une polémique que vous avez compris d'abord? Non, moi je ne la comprends pas. Ce que je voudrais dire, il ne s'agit pas d'être patron ou de ne pas être. Dans un milieu sain, les choses vont d'elles-mêmes. Quand le milieu est sain. C'est-à-dire vraiment, elles vont d'elles-mêmes. Je cite un peu mon frère Ayami Bilé Tanga qui le dit souvent. Quand le milieu est sain, les choses vont d'elles-mêmes. Maintenant, quand le milieu a des soucis, c'est en ce moment-là qu'on va se mettre à chercher les polémiques, qui est le patron et qui n'est pas le patron. Vous voyez un peu? Bon, les histoires de patronat, avant même aussi que tu admettes que si c'est toi qui veux être le patron, pose-toi aussi la question de savoir qui est toi ton patron. Chacun a un patron. Si toi tu n'acceptes pas que toi tu es un patron, pourquoi tu voudrais que les autres acceptent que toi tu sois leur patron? Il y a problème. Il y a problème. Donc je dis bien dans un milieu sain. Parce que je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je ne sais même pas pourquoi vous m'avez passé la main. J'aurais peut-être préféré interagir. Mais là, vraiment... Agissez d'abord. Oui, j'agis. Qui est le patron? De quoi? Le patron de quoi? Le vestiaire, on le sait. C'est le coach qui est là-bas. Bon, maintenant, de temps en temps, les anciens joueurs, les cadres, les gens qui ont fait beaucoup en portant les tuniques pour le Cameroun peuvent venir de temps en temps pour encourager. Ça, c'est d'un. Et de deux, je pense aussi qu'on n'a pas besoin de faire de la publicité parce qu'on était dans un vestiaire. Pourquoi entrer dans un vestiaire avec un micro? Pourquoi entrer dans un vestiaire avec une caméra? Les choses, on le dit souvent, je parle sur le contrôle, on dit que le vestiaire est sacré.
Oui. Voilà. Oui. Même si tu es entré, tu es le patron, comme tu dis que c'est toi le patron, pourquoi tu viens entrer avec le micro? Tu peux faire passer le message sans que nous ne soyons au courant. Il y a beaucoup de choses qui se gèrent dans les vestiaires, on n'est jamais au courant. Nous-mêmes dans nos quartiers, on a été président de club, dans les petits trucs qu'on fait, les trucs qu'on fait, je peux appeler Billet, que vient m'aider. J'en ai utilisé comme ça. Oui, mais je peux tenir mon discours à la maison, avant qu'on aille au stade, pour booster l'équipe, leur dire, bon voilà, je peux ajouter 2 ou 3 000 en cas de... Mais lorsqu'il faut faire l'équipe et tout, je n'ai pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être là. Sinon, j'aurais donc pris Billet. Pourquoi? Si je peux tout faire en même temps. Et comme le milieu, au départ, les choses ne se sont pas passées exactement. Vous savez que l'arrivée, s'il faut le dire, parce que je survole un peu, en ne nommant pas les gens, l'arrivée du sélectionneur actuel n'a pas été faite... ce n'était pas comme ça devrait se faire. Ça a été un forcing, l'État a fait ceci, l'État a fait cela, les autres en face n'ont pas admis. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une occasion où on offre un peu quelque chose sur le plateau pour essayer, on réagit rapidement parce qu'il faut absolument le dégager. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Or, si ça avait été fait de façon calme, depuis que nous regardons le foot, moi j'ai un certain âge, vous-même vous avez vu le foot, vous êtes déplacé, vous étiez au Gabon, Billet s'est déplacé, Bimbe même, il a fait la Côte d'Ivoire, mon frère, je ne sais pas où il était, bon, parce qu'il fait le plateau, je ne peux pas le citer parce que je ne le connais pas, mais je sais que Bimbe était en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Et il y a des cannes avant. Ce problème ne s'est jamais posé, ces problèmes de vestiaire. J'ai vu la CAN 2019. J'ai vu Roger Mila. Nous étions en Égypte, je crois. Roger Mila était là. J'ai vu le président actuel de la Fédération camerounaise de football, qui était là, qui allait souvent encourager les gars. Il mangeait même avec eux. Mais lorsqu'une JTAP arrive, ça cause problème. Vous voyez un peu? Il y a problème. Et puis je pense que lorsque le président actuel est arrivé, il a eu un très beau discours. Moi, quand c'est bien, je dis, il y a eu un très beau discours. Le discours était celui de faire en sorte que de fédérer tout le monde. Ouais. C'était un peu ça. Ouais. Je l'ai vu aller vers Abdourahmane, lui dire que bon, les problèmes, les trucs, ça va. Je l'ai vu aller, C'était fédéré. Peut-être qu'on n'a pas pu fédérer tout le monde. Mais je pense que lorsqu'on a commencé un travail comme celui-là, c'est ce qu'on devrait continuer à faire. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Quand on dit, par exemple, je vais paraphraser, on dit que le chef de l'État est mendiant de la paix. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ça veut dire que même si tu le gifles, il te tend l'autre joue. Parce que lui, il veut quoi? La paix. Ouais. Voilà, on devrait s'en inspirer. Quand on est mendiant de la paix, on devrait s'en inspirer. C'était très, très élogié au départ quand il est arrivé. Il a essayé de fédérer. Il fédérait. Même ceux qui étaient contre lui, même ceux qui l'insultaient à gauche et à droite, je crois qu'il a rencontré. Je l'ai vu rencontrer Semengue. Même si après ça ne s'est pas bien passé, je l'ai vu rencontrer à Abdourahmane. On l'a vu rencontrer plein de personnes. Voilà ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'il fallait faire. Et j'insiste encore en disant que quand tu veux être le patron, tout le monde a un patron. Tout le monde. Même nos chefs d'État. On nous disait parfois à un moment donné que les décisions viennent de la France. On est d'accord là-dessus. Il y avait la France-Afrique qui était au-dessus de nous. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont un peu, plus ou moins, ont changé. Mais on a toujours besoin de ces puissances-là. On peut en enlever d'autres, mais on va s'accrocher quelque part. Aujourd'hui, peut-être le Mali, la Centrafrique... je suis un peu dans la géopolitique. Des gens comme restons dans nos débats. On va rester, je reviens. Vont s'appuyer sur la Russie. On peut dire que c'est les Russes qui sont leurs patrons. La Russie, même quand elle est en difficulté, appelle même Israël. Lorsque Israël est en difficulté, va appeler les États-Unis. Donc, c'est chacun... On se sert les coups. Tout le monde a un patron. Tout le monde a un patron. Ouais. Admets donc que tu as un patron. Les autres admettront également que tu as un patron. D'accord. Quand tu n'admets pas que tu as un patron, voilà, les autres ne peuvent pas admettre que tu as un patron. Je vais chuter. Oui, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il y avait la place lors des assises de la fédération. La chaise du ministre était vide. On a mis ministre de la jeunesse. Et quelqu'un me demandait dans un forum où je suis avec Billet, pourquoi la chaise est vide. J'ai répondu qu'ils sont là où les autres sont quand c'est dans le cas inverse. Vous voyez? Pourquoi les chaises sont vides? Voilà. Avant que Martin Millet-Tengan ne réagisse, j'aimerais avoir votre analyse, Georges Bimbe, sur cette question-là, avant qu'on passe aussi à la seconde partie, au second thème de ce débat. Est-ce que vous avez compris cette polémique-là, l'importance de dire qui est qui dans le contexte actuel? Oui, je comprends parce que j'ai eu la chance
de suivre un peu sur ces quelques années tout ce qui s'est passé au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, d'abord, je pense qu'il faut préciser quelque chose. Dernièrement, à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, quand le président de la fédération dit qu'il est le patron du vestiaire, il faut bien comprendre, c'est dans un contexte bien particulier. Ce n'est pas unilatéral. C'est dans un contexte où il reçoit les clauses du contrat du sélectionneur et il se rend compte que parmi les clauses, on lui a interdit le vestiaire. Faut bien, parce que ça, je dis, il faut bien préciser. Et donc, je suis patron du vestiaire, entendu par certains que c'est lui qui gère le vestiaire. Non. Je suis patron du vestiaire, c'est simple. C'est simple. C'est que je donne des... C'est-à-dire, c'est entre guillemets, comment à moi, on peut m'interdire l'entrée dans le vestiaire. Pourtant, d'un point de vue administratif, c'est moi qui permets à ceux qui rentrent dans le vestiaire d'être dans le vestiaire. Je pense qu'il faut contextualiser parce que, comme d'habitude, chez nous, ça allait dans tous les sens. Les autres, certains ont compris, ça veut dire que c'est lui qui doit s'occuper du vestiaire. Non, c'est pas ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il dit que quand les gens ils ont joué, ils ont porté le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, c'est compliqué de leur expliquer que s'ils veulent venir encourager, s'ils veulent venir dire quelque chose, ils n'ont pas accès au vestiaire. Sincèrement, il est peut-être temps qu'on se parle, parce que ça se fait dans d'autres pays, mais j'ai l'impression que chez nous, ça ne se fait pas. La première chose qu'il faut dire, c'est que Samuel Eto'o ne sera jamais un président de fédération comme tous les autres présidents de fédération. J'explique pourquoi il est particulier. Il est particulier parce que, et je crois que c'est un effort qu'il est en train de faire, parce que je me souviens, il a évoqué l'épisode du président de la fédération qui entre avec la caméra. Mais je me souviens aussi que depuis quelques temps déjà, on n'a plus vu ce type d'image. Parce que moi, j'ai la naïveté de penser que comme toute personne qui arrive dans un espace, il a besoin d'un temps d'adaptation. Et dans le temps d'adaptation, humainement, tout le monde peut faire des fautes. Je veux dire que chaque personne peut ne pas faire des choses comme ça se devait, mais le plus important, c'est d'être capable de corriger. Et j'ai observé que par la suite, ce type de situation ne s'est plus répété, ça s'est arrêté. La deuxième chose, quand je dis qu'il ne sera pas un président comme les autres, c'est une façon de dire quoi? C'est que, bien qu'étant président, on ne va jamais tuer en lui l'âme du footballeur et du joueur. Et je pense que ce qui a été le plus violent, parce que moi j'ai quand même pris la peine de l'écouter ce jour, et je vais dire qu'à un moment, je vais être honnête, je n'ai plus vu le président d'une fédération. Sur certaines séquences, j'ai eu l'impression de voir un homme qui a été choqué par certaines situations humaines et qui se retrouve aujourd'hui dans une posture d'être obligé de rappeler aux gens qui il est. Et en fait, c'est ce que moi j'ai trouvé un peu de gênant dans ce qui s'est passé. D'où même la question de qui est patron du vestiaire. En réalité, c'est ça. C'est un homme qui se demande aujourd'hui, ok, moi je suis Samuel Eto'o. Avec tout ce que j'ai pu faire pour ce pays, est-ce qu'on peut encore en être un débat dans ce pays de savoir est-ce que j'ai le droit d'avoir accès ou pas à un vestiaire? Je veux dire que même s'il n'était pas président d'une fédération, et il a mentionné, il l'a fait avant, il n'était même pas président de fédération. Donc, je pense que c'est en réalité le contexte aujourd'hui, c'est qu'on a quelqu'un qui a l'impression que peut-être les Camerounais ont oublié qui il était. Et il faut un peu restituer l'histoire. Qui parfois a l'impression qu'il doit rappeler aux gens, pour certains en tout cas, qui il est. Maintenant, est-ce que cela, parce que je trouve qu'on fait aussi un peu beaucoup de confusion, je dis, il y a le bilan d'un président de fédération, et s'il faut en parler, on va en parler, mais il y a l'homme et il y a son rapport avec l'équipe nationale du Cameroun. Personnellement,
je ne vois pas un coach qui verra entrer, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, Samuel Eto'o dans son vestiaire pour essayer d'encourager et qui va dire ok non je veux pas de toi ici. Je veux dire il faut respecter la carrière de l'homme et ce qu'il a été. Je ne pense pas que être patron du vestiaire dans ce qu'il dit c'est je viens m'approprier le vestiaire. Aujourd'hui je crois que même des situations antérieures comme les caméras au niveau des discours, il a arrêté ça. Ça n'existe plus. Maintenant, est-ce que c'est un président? Parce qu'il a quand même une expérience de joueur. Est-ce que pour un coach, et vous avez dit le coach du Yetanga parlera vers la fin, est-ce que pour un coach, pensez qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe nationale, moi je vois souvent, nous tous en tant que Camerounais, quand l'équipe nationale joue, chacun est coach. Je veux dire, chaque Camerounais est coach. Bon, maintenant, à plus forte raison, quelqu'un qui, lui, il a joué, il a gagné au plus haut niveau. Vous pensez vraiment que avoir un coach qui lui demande, bon, Président, juste un avis, hein, sur telle situation ou telle autre situation, est-ce que vous sentez plus Vincent ou Choupo? Et il donne son avis. C'est pour ça que je disais, il ne sera jamais un président comme les autres présidents. Il ne sera jamais un président uniquement administratif parce qu'il a un passif de joueur d'exception. Et donc, autant lui, il doit faire des efforts pour rester, c'est-à-dire sentir la limite entre le coach et lui, le président de la fédération. De la même manière, on doit accepter aujourd'hui que ça ne sera jamais un président qui va rester dans son bureau et attendre qu'on lui fasse uniquement des rapports. Ça sera un président qui, comme tous les Camerounais, aura peut-être parfois envie de donner son avis technique parce qu'il a joué au plus haut niveau. Et aujourd'hui, lui faire ce procès-là, je trouve que c'est violent. Ça aurait été n'importe quel autre joueur, Jérémy, Patrick, qui aurait été à la fédération, faire un procès à ces joueurs-là, dans ce sens-là, humainement, je trouve que c'est... Qui a fait un procès, moi non, je ne parle pas... Non, ne t'inquiète pas, je ne parle pas de toi. Non, je ne te parle pas de toi, mais il faut voir, Élie, ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour comprendre. Et c'est pour ça que je contextualisais le sens de sa sortie. Parce que pour que les gens comprennent, je suis patron du vestiaire. Voilà, c'était un peu dans ce schéma-là. D'accord. Alors, peut-être une réaction, Daniel Rémy, par rapport à cette... oui, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que l'on doit savoir faire la part des choses entre tout président et tout joueur. En tant qu'ancien joueur, il peut arriver dans un vestiaire et booster le moral des gars. C'est ce qui se passe dans tous les sports collectifs, que ce soit au handball ou bien au football. Donc, l'on pense toujours que quand il se retrouve dans un vestiaire, il porte la veste du président. Pas tout à fait. Nous devons savoir faire la part des choses. Par moment, c'est vrai aussi que le cas qui est survenu tout dernièrement avec Jérémy, c'était un problème d'accréditation. Ce n'était pas une affaire de personne. Donc, c'est un cas que... Donc, vous comprenez ce qui s'est passé? Oui. Parce que tout à l'heure, Serge a semblé ne pas apprécier un peu comment on a réagi du côté de l'Africa Foot quand Jérémy Sorenjitap s'était approché des vestiaires de l'équipe nationale. Oui, c'est vrai que lui-même a accusé et tout. Il s'est avéré que c'était un problème d'accréditation. Il n'avait pas l'accréditation qui lui permettait d'entrer dans les vestiaires. Donc, on ne peut pas accuser et tout. Vous souhaitez réagir avant que je passe la parole à Non, moi je disais justement que si en 2019, sans accréditation, on entrait, on mangeait, en 2020, quoi là? Vous étiez en Côte d'Ivoire en quelle année, mon cher? 24. Non, c'était 21. Non, en Côte d'Ivoire, c'était quand? 24, c'est récent. Oui, c'est en ce moment-là qu'il faut chercher les accréditations. Mais bon. Non, le problème, parce que je sais que le coach il va parler. Non, je pense que contrairement à ce que les gens, beaucoup de gens disent, il faut faire attention au conflit qu'il y a entre Samuel Eto'o et Jérémy Nditap. Je pense que beaucoup de gens parlent, mais il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Et je pense qu'il vaut mieux que beaucoup de gens ignorent ce qui a pu créer par moments des tensions entre les deux. Je suis au moins sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas des choses qui datent de Samuel Eto'o, président de la fédération, Jérémy Nditap, président du Sinafop. Ça remonte, il y a beaucoup de remous liés même
Pourtant, on les avait ensemble pendant la campagne. Non, il y a des... C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a des situations... Le gars, quand il est arrivé, c'était le rassembleur. Non, il y a des situations... Je les ai vus même à la limite écarter Jules Denis. Il y a des situations... Qui était aussi candidat. Et j'ai vu Samuel. Et il y a beaucoup de choses. choses. Que le syndicat des footballeurs... Le monde aujourd'hui, c'est l'exclusion, tu me permets, l'exclusion, retrait des agréments et 10 ans de suspension. Voilà le mode de gestion. Non, dès qu'on s'oppose, on peut en citer. C'est très facile. On peut en citer. Je suis offusqué. Oui, je vais te permettre d'évoluer. Donne-moi juste une seconde. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire que quand le gars arrive, c'est rassemblé et il fallait continuer avec ça, pas avec les exclusions. Je peux... Oui, tu peux continuer. Non, je pense qu'il faut faire les choses. Il faut se dire un certain nombre de choses. Moi, j'analyse les faits. Oui, mais on fait la même chose. Okay. Il y a eu un discours d'apaisement. Il y a eu, on est même allé plus loin. Je rappelle que quand il arrive, il y a des clubs qui doivent descendre en deuxième division. Ouais. Il a décidé que personne ne descende. Oui. Le souci, ça c'est ce que je déplore beaucoup aujourd'hui dans notre football, c'est que les gens oublient toujours ce qui se passe avant qu'il n'arrive. Avant qu'il n'arrive, on a des conflits de partout. Ces deux prédécesseurs n'ont jamais réussi à faire une saison sans que le championnat ne s'arrête. Avec les mêmes gens qui étaient là, qui ont toujours été là. Ceux qui étaient avec Semengue hier sont devenus ceux qui combattaient Semengue. Pour qu'on comprenne un peu dans quel milieu on était. Donc je pense qu'il a voulu faire table rase. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a le football, ce que l'on voit sur le terrain, il dit. Il y a maintenant l'autre football, qui est le football business, où les gens ont leurs intérêts. Ou quand tu as fini de dire à quelqu'un que bon, viens t'asseoir en évi, il te dit, ok, bon, toi tu me donnes quoi? Qu'est-ce que tu me proposes? Bon, tu veux qu'il n'y ait plus de problème? Oh, bon, donne-moi ceci. Il ne faut pas qu'on entre dans des éléments qui sont, mais on sait ce qui se passe. Et à partir de ce moment, c'est une question d'intérêt. C'est une question de jeu d'intérêt et c'est surtout une question de... Je pense qu'à un moment donné, ce qui était important dans notre football, quand il arrivait, c'est des doux rêveurs qui ont pensé que Samuel Eto'o peut arriver à la Fédération camerounaise de football, espérer changer des choses sans qu'on ne casse les œufs. Je dis bien, c'est des doux rêveurs. Compte tenu de la situation de pourrissement qu'on avait dans notre football, avec des gens qui sont là depuis des années et qui estiment que le football leur appartient. C'est-à-dire que soit c'est avec eux, soit c'est pas avec eux. Et donc, qu'il y ait des... Et j'avais dit ça une fois ici, qu'il y ait des bruits de bout de là-bas, que les gens ne soient pas contents là-bas, En réalité, il fallait être doux rêveur pour estimer que on peut amorcer un changement sans qu'il y ait des soucis et des gens qui ne sont pas d'accord. Sauf que là, on en a rajouté donc. Oui. C'est-à-dire après ça, on en a donc encore rajouté. Oui, sauf que je t'ai mis par là. Je vais être factuel. L'un des combats que ceux qui observent le football, qui ne sont pas dans les conflits, souhaitaient, premièrement, ramener le niveau, parce que vous ne pouvez pas être dans un championnat où les gens n'arrivent pas à payer les salaires des joueurs. Mais vous avez 21 clubs. On va redistribuer l'argent comment? Je rappelle que là, on est en train de passer à 16 clubs. Donc, quand on aime ce que cette fédération veut faire ou pas, avant ça, on demandait à ce que ça se passe comme ça. D'autres, parce qu'eux, ils sont même à 16. Mais les extrémistes comme nous, comme ça, nous, on disait que non, 10 clubs. Hein. Chaque région nous fournit un club. Comme ça, les forces vives de ces régions-là. Oui, parce que il y en a marre des footballeurs qui vivent comme et tous les jours, les présidents de clubs sont là, certains acteurs sont toujours au devant de la scène. Donc nous, on avait préconisé même 10 clubs. Comme ça, chaque région a un club. La mairie va mettre l'argent, toutes les forces vives vont mettre l'argent. Au moins, chacun a. Et donc, ça a été amorcé. Et aujourd'hui, on a 16 clubs. Donc ça veut dire que si on a des ressources, on a moins de clubs pour redistribuer. Et je pense que c'était l'une des choses qu'il fallait absolument faire. Et pourquoi ses prédécesseurs n'arrivaient pas à faire ça avant? On ne va pas se leurrer, c'était une question d'élection. On avait besoin de plus de clubs pour qu'au moment des élections,
on puisse avoir des gens qui puissent aller plus loin. Et j'irai plus loin. Les playoffs se jouent, tu ne payes pas les 20. Il faudrait qu'on se dise une réalité. On redistribue. Moi, je pense que tout n'a pas été parfait. Et je crois qu'un jour, on fera une émission pour faire son bilan. Tout n'a pas été parfait. Mais il ne fallait pas s'attendre à ce que tout soit... Il fallait difficilement s'attendre à ce que tout soit parfait compte tenu de la situation dans laquelle le football camerounais était plongé. Donc, je préfère m'arrêter là parce qu'il faut que le coach également dise un mot sur la question. On a pu gagner en 4 ans. On a gagné quoi? Quand on gagnait à l'époque, qu'est-ce qui changeait? Les Lions ont gagné pendant des années. Dans la structuration du football camerounais, qu'est-ce qui se passait? Pour le moment, il n'y a qu'est-ce qui se passait? Georges, non. Tu vois, tu es habillé. Je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Tu es habillé. Quand on gagnait avant, violet. Qu'est-ce que ça changeait dans la structure? Qu'est-ce que ça changeait dans la structuration du football? Rien. Voilà. Quand tu gagnais dans les divisions inférieures avec tes sélections et que tu n'arrivais pas à voir les joueurs en équipe première parce qu'ils gagnaient alors qu'on ne respectait pas les âges. Qu'est-ce qui a changé quand Libye gagne la CAN de U17, U20? C'est là la question. Aujourd'hui, au moins, tu ne gagnes pas. Aujourd'hui, au moins, en division inférieure. Aujourd'hui, au moins, en division inférieure, tu ne gagnes pas. Il a fallu tu travailles avec des jeunes qui ont l'heure, qui jouent avec. Quand quelqu'un, sensiblement, au moins, on se rapproche des âges. Et tu auras plus de chances d'avoir ces garçons. Nous-mêmes, on a joué avec nos âges. D'accord. On vous a compris. Merci. Non, il y a beaucoup à faire, Lydie. Tout n'a pas été parfait, mais je trouve juste que pour ce que j'ai vu des prédécesseurs de Samuel Eto'o, ce que j'ai vu de ce mandat en termes de violence, mais alors de violence vis-à-vis d'un président, je ne me souviens pas d'avoir vu ça depuis que j'ai commencé ma jeune carrière de journaliste sportif pour un président de fédération. Sincèrement, je ne sais pas s'il est le plus mauvais, mais vraiment le plus horrible des présidents qu'on ait eu. Mais j'avoue que j'ai été il y a eu beaucoup de choses. Ce n'est pas parti seulement du foot. Ce n'est pas parti du foot, genre. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis, Martin, pour sortir sur... il y a eu beaucoup de choses. C'est Martin Billetanga, bien sûr. C'est votre prénom, bien, coach. Alors, pour sortir définitivement de cette problématique, avant de vous proposer un extrait du président de la FECAFOOT lors de l'AG qui s'est tenu récemment à Bancomo, pour trancher. C'est qui le patron des vestiaires? Il n'y a pas de tranché. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre. Je pense quand même que comment on appelle ça? Les paroles du président ont été prises au premier degré. Oui, au premier degré. Et voilà pourquoi est-ce que ça il y a eu toutes ces interprétations. Vous savez que quoi qu'on dise, il y a beaucoup de combats de camp. C'est-à-dire il y a, comme on dit, d'un côté comme vous appelez les hiboux, de l'autre côté des églisiens, si on peut dire ainsi. À cause des combats de camp, ça fait que d'un côté, il y a une diabolisation qui va se faire et de l'autre côté, il y a un angélisme. Quel que soit l'acte de l'enfant. De l'autre côté, il y a un angélisme qui va se faire. Il faut dire les choses. Le problème, c'est que la situation actuelle, peut-être qu'elle va changer, n'est pas une situation véritable d'apaisement. Parce que quand les choses marchent bien, on n'a même pas besoin de parler de ce genre de choses. Oui, on n'a pas besoin d'en parler. Mais on commence à en parler parce que les choses ne sont pas bien. Il y a, des situations à gauche et à droite, les intérêts de ci ou de cela. Et en fin de compte, on commence à rentrer dans les droits et les devoirs de tel ou de tel autre. Donc voilà pourquoi. En réalité, les vestiaires, c'est-à-dire dans le fonctionnement des organisations, il y a un travail qui va se faire de manière technique. Nous, on est des techniciens, tu vois. Il y a un travail qui va se faire de manière technique. Dès que le travail technique est fini, ou bien au-dessus du travail technique, il y a le volet administratif. Et au-dessus du volet administratif, il y a le volet politico-stratégique. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, tu as beau être une super journaliste et tout, tu peux faire ton travail technique. Tu vois, donc tu recueilles les informations sur le terrain, tu les traites et ainsi de suite. Quand tu arrives au moment de passer l'information, le REC,
Il regarde, il dit non, il faut orienter ici, il faut ainsi. Tout à fait. Et puis, au moment où vous voulez me diffuser, le patron appelle et dit que non, ça ne peut pas se passer dans mon antenne. Que ça ne peut pas, vous voulez quel problème? D'ailleurs, la dernière fois, on a arrêté l'émission ici pour l'émission des députés. Merci. Coach Biletaga, poursuivez. Oui, donc, par exemple, le boss, il dit que non, ça ne peut pas passer pour telle ou telle raison, par exemple. Donc, il faut tenir compte de ça. Moi, en tant que technicien, en tant qu'entraîneur, je peux bien entraîner tous les gars, j'ai fini de les entraîner. Je réclame évidemment mon autonomie, mon indépendance et j'invite tout le monde au sens de responsabilité. Alors, dès que je finis mon travail, je dis voici les joueurs qui vont prendre part au match. Bien, maintenant, quand on vient amener ces joueurs pour prendre part au match, on se rend compte que il y a un joueur qui est suspendu bien dont la licence n'est pas disponible. Oui. Donc sur le plan administratif, a préparé l'équipe, mais Zambo il ne peut pas jouer, son passeport n'est pas à jour, donc il ne peut pas jouer. Donc il y a un problème sur le plan administratif, par exemple. Tu vois, ça fait que ça aura un impact c'est-à-dire sur le travail technique que j'aurais eu à faire. Donc je ne suis pas, tout puissant. D'un autre côté, je peux avoir décidé que bon, Zambo va jouer, mais on est dans un contexte où, le gars, c'est comme on va jouer le match là, je ne sais pas moi quoi, à Bamenda, peut-être dans le Nosso, et que c'est un gars qui avait tenu des propos une fois où il a insulté toute la communauté, je dis n'importe quoi là, toute la communauté de ce côté-là. Si le match là se joue là-bas, peut-être la guerre va déclencher. Tu vois? Donc le politique, donc sur un plan ou stratégique, on va dire, tu ne peux pas aligner Zambo. Si tu l'alignes là-dedans, ça va créer une guerre civile, par exemple. Je dis n'importe quoi là. On est toujours dans la problématique. Non, j'explique. C'est-à-dire, quand on est on va mieux comprendre. Je prends ces exemples. Bien. Maintenant, l'entraîneur, il est le technicien. Tu vois, l'entraîneur est le technicien. Celui qui, sur le plan administratif, a la charge des vestiaires, c'est la Fédération camerounaise de football. C'est l'équipe. Si je peux dire ainsi, et là en l'occurrence la fédération, c'est à l'équipe qu'on donne les vestiaires. Est-ce qu'on se comprend là? C'est-à-dire les vestiaires là, oui, c'est à l'équipe qu'on donne les vestiaires. C'est à l'administrateur de l'équipe de mettre, tu vois. Mais cet administrateur là, il fait un travail administratif. Lui fait le travail administratif. Et pour faire ce travail administratif, il doit tenir compte de ce que le technicien veut. C'est ça que lui doit pouvoir manifester. Donc maintenant, il peut y avoir un souci sur le plan, c'est-à-dire sur un plan politique ou stratégique, par exemple. Bon, lorsque le président de la Fédération camerounaise de football dit je suis le patron des vestiaires ou autres, il faut comprendre dans le sens où c'est la fédération qui donne des accréditations pour entrer dans les vestiaires. Par exemple, c'est la fédération. Rien que ça. Oui, c'est la fédération qui va dire. Attends, si la fédération dit aujourd'hui que le coach peut être d'accord ou pas, le coach il peut être d'accord ou pas. Mais si la fédération dit que donne une accréditation à Serge d'entrer dans les vestiaires, il a la possibilité d'entrer dans les vestiaires. Il n'entrera ou pas, mais il a la possibilité d'entrer dans les vestiaires, par exemple, tu vois. Mais la fédération, logiquement, ne va jamais accréditer quelqu'un dont elle sait que cette personne peut être un problème au moment où la personne va entrer dans les vestiaires. Parce que justement, le coach, on doit tenir compte c'est-à-dire du volet technique. Le coach, lui, il a besoin de tel joueur, de telle personne, de tel autre, pour qu'il puisse faire son travail au mieux, c'est-à-dire le mieux possible. Et pour cela, il doit, entre autres, protéger ses vestiaires. Les vestiaires, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Tout à l'heure, effectivement, il y avait des choses très gênantes. Au moment où on voyait les caméras, c'est-à-dire les images qui sortaient des vestiaires, certains discours qui disaient c'est encore les vestiaires, ça, c'est un lieu public, c'est pas bien. Les vestiaires, ça reste l'affaire des chambres. Parfois, dans les vestiaires, il y a des bagarres. Mais ça reste là-bas à l'intérieur. Parfois, là-bas à l'intérieur, il y a des bagarres. Vous gérez ça là-bas à l'intérieur, ça ne sort pas n'importe comment. Même les journalistes ne sont pas au courant. Vous n'êtes pas ça, ça ne nous concerne pas. Ça concerne, c'est une histoire entre nous, par exemple. Donc, sur un plan technique,
sur un plan technique, le patron des vestiaires, c'est l'entraîneur. C'est lui qui sait comment il doit gérer son effectif, c'est lui qui doit donner telle ou telle consigne, c'est lui qui doit, même au niveau de la gestion des effectifs, c'est-à-dire c'est lui. Mais maintenant, sur le plan, sur le plan administratif, celui qui accrédite les gens pour entrer dans les vestiaires, évidemment en tenant compte, entre autres, de ce que le staff technique voudrait pour bien travailler. C'est le principe des responsabilités. Évidemment, c'est la Fédération camerounaise de football. Par exemple, moi, j'ai juste une question. Je dis, si aujourd'hui, on a dit que Samuel Eto'o n'entre pas dans les vestiaires, donc du moins, je crois quelque chose dans ce sens-là. C'est lui qui a dit dans le contrat. Oui, dans le contrat. Bon, s'il décide d'entrer dans les vestiaires, on va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, pour le moment, attention, ce qui va se passer, c'est que personne ne peut l'en empêcher. Non, ce qui peut se passer, c'est ce qui s'est passé une fois à Yaoundé, à la fédération. Non, regarde, ce qui va se passer, c'est que... Ça peut aussi se passer. Lydie, c'est que personne ne va l'en empêcher. Tu vois, parce qu'il aura pris la peine de s'accréditer ou de demander à l'administrateur de l'accréditer pour qu'il puisse entrer, par exemple. Tu vois, mais par la suite, le coach, puisqu'il y aura violation d'une clause de son contrat, pourra demander réparation ou même démissionner, quelque chose dans ce sens-là. Mais cela ne l'aura pas empêché, par exemple, d'entrer. Le problème qu'il y a, c'est que le coach est venu d'une certaine manière. Il y a eu des problèmes ici, à gauche, à droite. Si ces deux, on va dire comme ça, je ne sais pas si on peut dire deux entités, s'entendaient normalement, c'est qu'un tel problème ne se poserait pas. Maintenant, si on convoque peut-être les raisons pour lesquelles le coach a demandé à ce que son vestiaire soit protégé, c'est peut-être entre autres choses que Georges a énumérées tout à l'heure, parce que les vestiaires doivent rester sacrés. Les vestiaires, franchement, doivent rester sacrés. Mais maintenant, la présence de certaines personnes dans les vestiaires, ça peut être encore que jusqu'à présent, dans les nominations au sein des sélections nationales, il n'y a pas de préparateur psychologique et mental. À une époque, on en avait un qu'on appelait Yannick Noah, avec la sélection A, mais il n'y en a pas. Et lorsque, par exemple, les anciennes Goa, Roger Mila, Njita, Samuel Eto'o, Joseph-Antoine Bell et autres venaient parfois dans les vestiaires pour parler à l'heure, ça faisait partie de la préparation mentale de leurs jeunes frères. Et ça aidait à booster ce genre de choses. Maintenant, pour dire vrai, beaucoup d'entraîneurs sont gênés d'une présence un peu insistante des dirigeants, surtout des gens à forte personnalité au sein de moi. Nous, les entraîneurs, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend certaines dispositions. Tu ne peux pas... Il y a des présidents, des dirigeants, ils veulent sentir leurs joueurs, ils veulent sentir ce qui se passe, ainsi de suite. Parfois, ils veulent parler. Ce que tu fais, c'est que tu leur donnes la possibilité de parler, mais qu'ils ne parlent jamais en dernier. Oui, qu'ils ne parlent jamais en dernier. Donc c'est quelque chose qui est encadré. Oui, ça doit être, même si c'est le boss, non, c'est plus c'est le supérieur. Non. Puis si tu t'en par exemple te limoger, non, il paye il te dédommage, non. Mais il a encore la possibilité de... Mais simplement, pourquoi? Parce que certains dirigeants, quand ils rentrent dans les vestiaires, ils peuvent tenir parfois des propos qui sont inappropriés. Et toi, le technicien, tu dois recadrer ça rapidement. Je me souviens, en 2009, les Lions doivent jouer un match très très important contre le Gabon. C'était l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Les Lions sont très mal partis. Et alors, le président Ali Bongo, il va parler aux joueurs. Il leur parle dans un sens que le jour-là, quand j'ai entendu parler, il a dit c'est bon, lui vient de donner quelque chose de très important pour les Lions. Il suffisait d'un match nul au Gabon pour maintenir l'écart et se qualifier pour la Coupe du Monde. Il demande aux Gabonais, il leur dit, si vous gagnez ce match, j'offre une villa à chacun d'entre vous et une voiture, quelque chose dans ce sens, avec des primes. À ce moment-là, qu'est-ce que les Gabonais font? Ils ne jouent plus pour se qualifier. Parce que match leur permettait de se qualifier. Ils jouent maintenant pour gagner. Et en jouant pour gagner, tu ne prends plus les mêmes dispositions que lorsque tu veux. Et ils ont ouvert le jeu. Les Lions les ont gagnés là-bas. Tout simplement, ils auraient pu gérer, ils auraient pu gérer les jeux très tranquillement. Donc, ce jour-là, j'ai dit, le coach, le sélectionneur du Gabon de l'époque, a dit, mais pourquoi il n'a pas recadré après? Quand le président a fini de parler, moi, je dis au président,
ou président, avant de parler, avec tout le respect que je vous dois, je vous en prie, on n'a pas besoin de la victoire, on a besoin de la qualification. Il vaut mieux dire à ces joueurs que si on se qualifie, ou bien si on a un résultat qui va nous permettre de nous qualifier ici, là, vous aurez ça. Mais pas, parce que les Gabonais ont pris des risques insensés ce jour-là pour essayer c'est-à-dire de battre les Lions. Et évidemment, ils n'ont pas pu. Donc, il y a des moments où... peut-être un couteau aussi à double tranchant. Oui, c'est que certains... Voilà pourquoi certains entraîneurs préfèrent, quand le dirigeant parle, eux, ils terminent. Donc, ils vont terminer. Généralement, même le dirigeant sort, lui continue le travail avec les joueurs parce que les encadreurs, les techniciens, les entraîneurs sont mieux armés que les autres pour pouvoir gérer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité fait que je suis un entraîneur de football et je suis promoteur, par exemple, bien je suis président d'un club. Tu vois, moi j'ai été entraîneur de jeunesse de Bonhomme Sadi du défunt président David Mayebi. Jamais, il était un entraîneur qualifié, bien sûr. Mais au grand jamais, il est venu me dire il faut mettre tel autre joueur et tout. Il respecte. C'est vrai qu'à l'époque j'étais déjà une tête brûlée. Il s'est entraîné avec vous? Non, il ne venait pas. Non, il avait vu une seule séance quand moi j'étais là. Mais après mon départ. Non, il dit que quand moi j'étais là, il ne s'est jamais entraîné avec nous. Il a vu une seule séance, non, peut-être 2 séances d'entraînement. Oui, donc comme ça, et puis on a échangé derrière. Mais par contre, on échangeait de temps en temps, tu vois. Mais il n'est jamais venu me dire pourquoi tu n'as pas mis tel ou tel autre ainsi. Parce qu'il respectait le principe de responsabilité. Il faut aussi dire que le résultat était bon. Donc il respectait le principe de responsabilité. Lorsque Franz Beckenbauer, de regretter mémoire, était président du Bayern de Munich, il y avait bien un entraîneur, tu vois. Mais lui, pourtant, il était champion du monde en tant qu'entraîneur. Il était champion du monde en tant qu'entraîneur. Mais l'entraîneur du Bayern avait la liberté de travailler comme il sent que lui, il intervienne dans son travail. Et de la même manière, l'entraîneur lui donnait la place qui était la sienne. C'est ça qu'on appelle le principe de responsabilité. Il faut respecter les responsabilités des uns et des autres. Le problème avec Marc Brice, moi, si je dis que je ne suis pas content de la manière dont il fait jouer les Lions indomptables, c'est que je suis quelqu'un de malhonnête. Je l'ai toujours dit. La façon dont il fait jouer les Lions indomptables, moi, ça me parle. Peut-être à certaines personnes, ça ne leur parle pas. Je vois de bonnes choses. Il y a des matchs où ça n'a pas très bien marché, mais comme je suis consultant à RSI, j'ose m'y mettre régulièrement ça. Je leur dis avant le match pourquoi est-ce que le Camerounais, les Lions auront des problèmes à tel ou tel niveau. Et ça se vérifie souvent. Donc, sur un plan scientifique et technique, ça, on anticipe sur certaines choses. Mais il y a des choses qu'il met difficiles. C'est-à-dire si l'entraîneur, un technicien, le gars qui met les joueurs, qui en est ainsi de suite, si j'aime bien ça, j'ai des soucis avec lui dans certaines de ses sorties. C'est un gars qui aime la bagarre parfois pour rien. Il aime la bagarre parfois pour rien. On ne peut pas arriver... on demande à quelqu'un vos impressions sur le tirage au sort de la CAN sur la Côte d'Ivoire. Il dit je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire et je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. Ça a quoi à voir? Est-ce que le nom du président vient faire? C'est-à-dire, à certains moments, il cherche la bagarre pour rien. Et j'espère qu'avec ce qui est en train de se passer actuellement, parce que je crois que dernièrement, là, il était à la Fédé. Donc, je pense que les choses sont en train de se remettre en place au fur et à mesure pour que l'église soit replacée au milieu du village. Voilà, et puis on va écouter un extrait du discours de Samuel Eto'o lors de l'AG, si on peut. Polémique et contre-polémique et encore des polémiques. Juste parce que vous n'aimez pas voir votre propre frère évoluer. C'est la seule raison pour laquelle vous l'avez fait. Rien d'autre. Mais, grand frère Rigobert, je suis fier, malgré tout ce qu'on a pu dire sur toi, du travail accompli. Il avait 2 missions. Qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde, qualifier le Cameroun pour la CAN.
il a rempli ses missions. Il a même rajeuni votre équipe sous vos yeux. Mais vous n'avez pas accepté ça parce que c'est un Camerounais. Parce qu'en réalité, vous êtes décomplexés, chers frères. Je serai long aujourd'hui parce que je veux partager avec vous toutes les vérités que certains ont voulu biaiser. Et je dis bien, si l'un d'eux s'hasarde à dire une contre-vérité, je mettrai à disposition tout ce que le président a. Et ils savent, quand on est président, pour vous, j'ai accès à plusieurs choses. Castelletto, pendant la CAN en Côte d'Ivoire, le sélectionneur décide de le faire jouer arrière droit. Un de mes anciens coéquipiers va à la télévision nationale pour dire que comment Castelletto peut jouer arrière droit. Pourtant, Castelletto, pendant pratiquement toute la saison en club, a joué arrière droit. Et tous vous étiez là comme des suiveurs, sans lire, comme si on vous avait aveuglé, peut-être par la couleur des billets qu'on avait mis à disposition. Pendant la Coupe du Monde, au Qatar, et c'est l'unique vérité, le sélectionneur Rigobert Song, cher délégué, il a pris ses responsabilités, il m'a informé. C'est l'unique vérité. J'ai pris sur moi, on était 3 heures avant le match. Il ne fallait pas troubler l'équipe. On jouait une rencontre qui nous permettait de continuer à rêver. Le rêve que je nourrissais depuis plusieurs mois et où j'avais embarqué la majorité des Camerounais. Cette rencontre, une finale est possible. Le rôle du président, c'est de couvrir son entraîneur, son sélectionneur. Aucun joueur n'aura jamais raison, même sous le sélectionneur Marc Brice. Il sera toujours protégé par la fédération devant tous ses joueurs. Parce qu'un sélectionneur sans autorité ne peut pas. Sur le plan juridique, je déplore l'impact financier des procédures judiciaires nationales et internationales. Plus de 2 milliards de francs dépensés dans les charges liées aux différents procès. Je me demande bien si ceux qui perdent tous les jours et continuent à traîner la fédération devant les juridictions aiment vraiment notre football. Je lance ici, devant vous, un appel pour l'instauration d'une culture de la probité et un changement de mentalité. Cette nouvelle culture aboutira, je l'espère, à moyen terme, à la réduction des procédures judiciaires. Je souhaite aussi une relation plus apaisée avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Notre main est tendue dans cette direction. Ça, c'est le quartier. Il nous reste quelques minutes à passer encore ensemble. Oui, c'est vrai, Georges Bimbe, avant cet extrait. Je voulais rétablir quelque chose aussi de mon point de vue. Il y a quand même des informations que le président a... Oui, et je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Le problème qu'on a chez nous, c'est que beaucoup de gens aiment parler vers les acteurs. J'ai eu la chance de vivre la CAN en Côte d'Ivoire et après, j'ai eu la chance de rencontrer certains membres du staff. Donc, il faut se dire les vérités. Et tout n'a jamais... Il faut à un moment donné qu'on soit sincère avec les Camerounais. Et tout n'a jamais commencé à s'entraîner, entre guillemets, parce qu'il portait le short, il échangeait quelques passes avec les joueurs.
il n'a jamais été dans cette situation-là sans je vais rentrer chez moi. Sans l'accord. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. Il faut restituer. Il faut restituer. Non, ça ne me perturbe pas. Il est libre. Quand il aura son temps de parole, non, j'aurai même plus le temps de parole. Mais je voulais quand même dire ça parce que les acteurs sont là. Il ne faut pas toujours donner l'impression que quelqu'un reste dans son coin. Des acteurs vivent une situation et on va faire comme s'il n'existe pas. Les acteurs, je dis la vérité, et je dis la vérité. Je dis, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je dis Rigobert son vie. Raymond Kala, il est là, il a droit là. Je dis que chaque fois que Eto'o s'est retrouvé en train d'enfiler un short et faire des séances d'entraînement avec eux, il a eu l'accord du staff technique. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça a été fait avec l'accord du staff technique. Quand le coach disait tout à l'heure que ce genre de choses, tu ne peux pas avoir accès à quelque chose de technique sans que le coach ne te donne la permission. Ça a été fait. Donc, ils ne se sont jamais placés dans une situation, le président ne s'est jamais placé dans une situation de le faire de manière unilatérale. Et puis, la deuxième chose qui, pour moi, est cruelle, et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le temps est passé. Il faut qu'on apprenne à avancer. Mais pour qu'on avance, il faut restituer les réalités. Je n'ai jamais été de ceux qui pensaient que dans la gestion du camp André Onana, à la dernière Coupe du Monde, il n'y avait peut-être pas manière de faire mieux en termes de gestion. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, et ça c'est mon avis personnel, c'est que, comme d'habitude, on décide de qui est le mauvais dans l'affaire. L'affaire est simple. Et je crois qu'il a redit le jour de l'AG. Mais moi, je n'ai pas entendu le jour de l'AG. J'ai eu des sorties dans ces médias où c'était clair. Le coach ici est un entraîneur. Il a pris l'exemple tout à l'heure de quelque chose qui est dans notre milieu, rédacteur en chef et journaliste. Vous avez un conflit avec un responsable sur une situation. Tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui, que André Onana n'était pas favorable à la manière dont le coach estimait que l'équipe devait s'entraîner ou jouer. Il y a un différend entre le coach et le joueur qui prend des proportions. Je suis persuadé et je suis convaincu que l'approche d'un responsable qui est au-dessus, c'est d'abord, dans ce cas-là, de protéger l'entraîneur. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur engage le groupe. Le joueur, même si c'est ton fils, il engage une individualité. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, je suis surpris, soit on a des soucis avec la connaissance du football, je suis surpris que même à ce niveau, qu'on en soit à estimer qu'il y avait moyen de faire autrement, c'est-à-dire soit peut-être basculer du côté du joueur par rapport à l'entraîneur. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise. Elle a été prise à chaud et on aurait peut-être mieux géré, mais je ne pense pas qu'elle a été finalement mal gérée. En 90, rapidement, on est en fin d'émission. J'avais une petite question. En 90, Bell fait une sortie pendant qu'on va rencontrer le... Tu étais, je ne sais pas si quel âge tu avais, pendant qu'on va rencontrer l'Argentine. Si le Cameroun fait ceci, un nul serait... Et Toto, qui est le président de la fédération, 2-0, c'est que c'est un exploit. Et Toto, que Fofé se réunissent, on met Bell de côté. Ce n'est pas la première fois qu'on met quelqu'un de côté. Moi, personnellement, ce que j'ai fustigé, c'est qu'on a mis de côté. D'accord, ce que tu viens de dire est clair. On protège l'entraîneur dans ces cas. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi avoir pris sur soi d'écrire encore une lettre pour dire à l'Inter de Milan, ça servait à quoi cette lettre? Et c'est ça pour ça que tu as dit qu'on pouvait faire mieux. Mettez le gars de côté, un peu comme on a mis Bell de côté. On n'a jamais écrit à l'Olympique de Marseille à l'époque, ou Saint-Etienne, ou je ne sais pas où est-ce que Joseph jouait à l'époque. Non, c'est pas c'est ça qui fait non, il y a des débordements, 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 parce que moi je suis d'accord que s'il y a un trouble fait dans un topo, qu'on le mette à l'écart. Pourquoi écrire à l'Inter? C'est pour aller chercher les problèmes. Alors, avec tout ce qu'on voit, Samuel Eto'o devrait-il se représenter pour un deuxième mandat, selon vous, Georges? Moi, en tant que journaliste, je pense que son bilan est
plutôt intéressant. Et je pense qu'il faut lui donner une autre chance. Donc oui. Je pense qu'il faut lui donner une autre chance. Oui, moi il faut lui donner une autre chance. Je veux bien qu'il se présente, mais qu'il corrige certains aspects que nous dénoncions tous les samedis ou tous les mercredis. Daniel? Tout à fait d'accord, puisqu'il a apporté une grande mutation dans le football camerounais. S'il est dans un processus, qu'il est convaincu qu'il est dans un processus, s'il abandonne maintenant, ça voudrait dire qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Donc, c'est à lui de savoir où il en est réellement de ce qu'il veut faire. D'accord. En tout cas, c'est une problématique sur laquelle on va revenir dans nos prochaines éditions, puisque le processus électoral, c'était entre le 11 août et le 29 novembre. Et on va donc suivre ça de très près et vous rendre compte. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. Merci, ces invités, d'être revenus sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.